Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui à l'acquisition des biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Depuis le 1er janvier 2021, les textes imposent aux acheteurs publics d'acquérir des biens issus du réemploi et de la réutilisation dans certaines proportions et pour certaines catégories d'achats. Pour les acheteurs concernés, ces nouvelles obligations et plus généralement la volonté politique de s'inscrire dans une telle démarche d'achat responsable nécessite de repenser l'organisation de la fonction achat et d'adopter de nouvelles pratiques. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Cécile Lavis, avocate au barreau de Lyon, qui va rappeler le cadre juridique en vigueur en la matière, avant de vous présenter sous forme de conseils pratiques les différentes étapes à suivre et points d'attention pour acquérir efficacement des biens issus du réemploi ou de la réutilisation et pérenniser ainsi cette démarche. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran. Maître, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Do. Donc, Cécile Lavis, avocat au barreau de Lyon. J'exerce principalement en droit public et notamment en droit des contrats publics et de la commande publique. Et aujourd'hui, donc, je vous remercie de m'accueillir pour ce nouveau rendez-vous expert. Nous allons parler ensemble de l'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Et donc, l'objectif, c'est de vous présenter des conseils un peu pratiques, puisqu'on a une multitude de guides, etc. Mais pour synthétiser tout ça, il n'est pas toujours évident de savoir quelles sont les étapes à suivre pour vraiment s'engager dans ce processus quand on est acheteur public. Comment va se dérouler ce webinaire? Donc, dans un premier temps, je vous rappellerai un petit peu le contexte de cette volonté de s'inscrire dans un achat durable avec notamment l'acquisition de biens issus de la réutilisation ou du réemploi. Nous verrons d'abord quel est, après cette présentation du contexte, quel est le cadre juridique qui s'applique aux acheteurs pour maîtriser ce cadre juridique, puisque c'est important comme préalable. Nous verrons ensuite, comme deuxième étape, qu'il faut repenser en amont les services et la politique achat. Le troisième point sera aussi de voir quelles pratiques il faut adopter dans le cadre de la passation et de l'exécution du contrat. Et puis enfin, nous parlerons de la manière dont le suivi du marché devra être assuré et comment respecter également les obligations déclaratives qui sont fixées par ces textes. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Donc, nous allons démarrer par le contexte. Le contexte, dans quel contexte s'inscrit ce webinaire? Il faut savoir qu'en France, la commande publique représente un impact économique majeur puisque ça représente environ 200 milliards d'euros et 10 à 15% du PIB. Et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont décidé d'en faire un levier au service des politiques publiques avec comme idée également que les acheteurs publics doivent donner l'exemple en la matière pour essayer de transformer les pratiques et l'économie et créer finalement de nouveaux marchés en matière de développement durable. L'objectif est donc de s'inscrire maintenant dans une commande publique durable et responsable. En tout cas, c'est le souhait affiché. Et pour cela, il faut à la fois réduire les impacts au niveau environnemental de tout ce qui est produits, services et travaux qui sont achetés par les acheteurs publics, mais c'est aussi encourager une évolution vers des actions plus sociales en faveur notamment des entreprises d'insertion et des secteurs, on va dire, protégés. Et puis, faciliter aussi l'accès des acteurs locaux au marché public. Et enfin, l'objectif, c'est aussi d'atteindre une efficience budgétaire en optimisant les dépenses tout en s'inscrivant dans ce cadre de commande publique durable et responsable. Donc, depuis quelques années, la commande publique est, à ce titre-là, érigée, entre guillemets, par les pouvoirs publics, le gouvernement et plus généralement aussi au niveau européen, comme un levier de transition écologique. Les pouvoirs publics souhaitent impulser au travers de l'achat public de nouvelles pratiques au niveau environnemental pour
passer d'une économie linéaire qui implique une production de matériaux, de produits, puis une consommation et une destruction, à une économie circulaire qui vise à réduire l'utilisation des ressources et des énergies, et puis à réutiliser aussi les produits et à recycler les matières pour finalement s'inscrire dans ce cercle d'économie circulaire. Je vais couper ma caméra pour éviter les incidences sur le flux et je la reprendrai au moment des questions-réponses. Ensuite, donc à ce titre-là, la commande publique est utilisée comme levier et comme instrument des politiques publiques. Et dans ce cadre-là, on a au niveau européen une impulsion qui a été donnée d'abord par les instances européennes et notamment au travers de la directive 2014-24 UE sur la passation des marchés publics qui précise que l'achat public est un instrument qui est au service des politiques sociales. Donc on est vraiment dans le cadre européen aussi dans cette démarche-là, avec la mise en place aussi voulue par la Commission européenne depuis 2003 de plans nationaux d'action pour des achats publics durables et qui sont après au niveau des États mis en œuvre. Et chaque État institue en son sein un plan national pour des achats durables, ce qui est le cas en France, puisqu'on a depuis quelques années déjà un plan national pour des achats durables qui est mis en place. Donc là, on en a un en cours depuis 2022 et c'est sur une période de 3 ans. Et ces plans nationaux pour des achats durables, ils constituent des feuilles de route qui ne sont pas contraignantes, mais qui permettent de fixer des objectifs à atteindre en la matière. Et à côté de ça, on a aussi au niveau interne, au niveau national, eu une multiplication de textes législatifs et réglementaires qui sont venus orienter la commande publique pour qu'elle soit écologiquement plus responsable. C'est de tout cela qu'on va parler. Donc, ces nouveaux objectifs, ils entraînent aussi une multiplication des contraintes et parfois des principes et de nouveaux objectifs, de nouvelles règles qui sont difficilement conciliables aussi avec les règles mises en place dans le cadre de la commande publique. Pourquoi ? Parce que la commande publique, elle est déjà finalement enserrée dans un cadre juridique qui est contraignant et qui, initialement, est là pour garantir une libre et une égale concurrence avec des règles spécifiques de mise en concurrence et de publicité, mais également des règles en matière d'exécution des contrats qui sont notamment fixées dans le Code de la commande publique. Et on se pose la question aussi de savoir si finalement ces nouveaux principes, ces nouvelles règles mises en œuvre pour favoriser une commande publique responsable, eh bien, elles sont bien conciliables avec justement ces principes de libre concurrence et les principes posés en matière de droit de la commande publique. Et il est parfois difficile de concilier les deux pour les acheteurs. Finalement, les acheteurs se retrouvent, les acheteurs publics, avec un cadre juridique mouvant qui évolue constamment, avec des objectifs qui évoluent au cours du temps. On est passé d'un système qui favorisait le mieux-disant à un système en fait où on doit prendre en compte plein d'objectifs différents pour assurer aussi une commande publique socialement, écologiquement responsable, et ça devient difficile pour les acheteurs de s'y retrouver là-dedans puisqu'on a aussi un manque d'outils et puis certaines notions qui dans les textes sont assez floues. Et à tout cela s'ajoutent également des contraintes qui sont mises en place et qui peuvent paraître aussi chronophages. Et cela à mettre en balance avec un contexte budgétaire qui est de plus en plus contraint, des moyens donc au niveau économique qui sont contraints et aussi au niveau humain parce que les agents des collectivités, les agents de l'État ne sont pas forcément formés en amont à toutes ces nouvelles techniques qu'on leur demande de mettre en place. Donc, ça pose un certain nombre de problématiques. Et au-delà de ça, on a un marché économique à ce niveau-là, au niveau écologique, qui est peu structuré encore, avec des risques aussi d'infructuosité si
on impose trop de contraintes et qu'on applique de manière trop stricte les nouvelles obligations sans regarder ce qu'il en est au niveau du marché et des acteurs du secteur, qui ne sont pas forcément dimensionnés encore pour répondre à tous les besoins publics. Donc, ça nécessite, au-delà de la mise en place de nouvelles pratiques, de conduire un véritable changement à la fois en interne, mais aussi en externe vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des acteurs du secteur, pour que la commande publique puisse évoluer dans le sens qu'on lui impose actuellement. Nous allons voir ensemble, donc, dans ce cadre-là, que acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation, c'est un parcours à suivre, en fait, qui nécessite donc de repenser l'intégralité du processus achat, mais aussi l'organisation interne au niveau des acheteurs, de leurs services et de la mise en place de leur politique d'achat. Et puis, ça impose aussi d'assurer ensuite un suivi des obligations, assurer un suivi pérenne de tout ce qui est mis en place au niveau des nouvelles pratiques, de la passation à l'exécution. Donc, nous allons, lors de ce webinaire, je vais procéder par étapes et je vais à chaque fois vous détailler un petit peu ce qu'il faut faire par étapes, des conseils assez pratiques sur ce qui peut être mis en place. Bien entendu, si derrière vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me recontacter. Vous aurez mes coordonnées en fin de webinaire et je pourrai vous apporter des précisions supplémentaires, voire vous faire partager aussi certains outils. Alors, le premier point à voir, c'est d'abord maîtriser le cadre juridique en vigueur, puisque en fonction des acheteurs, le cadre juridique ne s'appliquera pas de la même manière. D'abord, au niveau du cadre juridique, il est important de savoir de quoi l'on parle quand on parle de réemploi, de réutilisation. Le Code de l'environnement, l'article L541-1 définit en fait les différentes notions, notamment de réemploi et de réutilisation et de déchets. Quand on parle de réemploi, c'est une opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets, et ça c'est important, vont être utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Par exemple, ça va être l'achat de fournitures ou de mobilier d'occasion. On n'a pas de transformation à faire. C'est des biens qui peuvent être réutilisés tels qu'ils sont pour un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu. La réutilisation, à l'inverse, c'est un processus pour lequel c'est une opération par laquelle en fait des substances, matières ou des produits qui étaient devenus des déchets, qui n'étaient plus utilisables comme tels et dont on voulait se défaire, eh bien, vont être utilisés de nouveau. Puisque en termes de déchets, on définit le déchet, c'est le Code de l'environnement qui définit le déchet comme une substance ou un objet ou tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Donc, un déchet, normalement, c'est un bien dont on se défait. On voit que pour le réemploi, ce n'est pas un déchet, c'est-à-dire qu'on peut le réutiliser, le bien concernant. Mais alors, dans la réutilisation, au contraire, c'est un bien qui ne peut pas être réutilisé comme tel. Et donc, il y a une étape supplémentaire à réaliser, c'est une étape de préparation en vue d'une réutilisation. Et cette étape de préparation, elle va servir justement à pouvoir ensuite réutiliser le bien. Ça va être par exemple tout ce qui est téléphone reconditionné ou matériel informatique reconditionné qui pourra à nouveau servir, mais il y a une étape de préparation nécessaire en amont pour que le bien ou le produit puisse de nouveau être utilisé. Donc on voit bien que ce sont deux notions distinctes qui sont définies par les textes. Concrètement, quelles sont les nouvelles obligations législatives et réglementaires pour les acheteurs publics dans ce cadre-là, dans le cadre de l'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation? Eh bien, on a la loi dite AGEC du 10 février 2020 qui a posé certaines obligations. Cette loi, elle vise les services de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements. Je précise ici que cette loi ne vise pas les établissements publics autres que les groupements de collectivités. Donc, c'est bien les services de l'État en tant que tels, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités, ça vise
les établissements publics de coopération intercommunale ou encore les syndicats qui regroupent des collectivités territoriales. Alors, à partir de quand et comment ces nouvelles obligations doivent être mises en œuvre? C'est des obligations qui ont été instituées et qui doivent être mises en œuvre à partir du 1er janvier 2021. Elles visent l'acquisition. Alors attention, du coup, ce n'est pas la location. La location n'est pas visée par ce texte. Et je précise également que n'est pas visé par ce texte tout ce qui est processus de réutilisation de biens en interne par les différents services d'une collectivité, par exemple, ou de l'État. Ça ne constitue pas une acquisition au sens du texte. Ça vise donc, on l'a vu, les biens issus du réemploi, de la réutilisation ou qui intègrent des matières recyclées. Et ça, c'est l'article 58 de cette loi qui le prévoit. Et pour ces biens-là, eh bien, la loi prévoit qu'entre 20 et 100% des biens qui sont acquis annuellement, eh bien, devront être issus du réemploi, de la réutilisation ou bien intégrer des matières recyclées. Et le texte précise également que les acheteurs concernés devront prévoir des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges pour justement privilégier cette acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation. Concrètement, cette loi, elle a fait l'objet d'un décret d'application du 9 mars 2021 qui contient aussi une annexe. Et pour mettre en place ces nouvelles obligations, le décret liste des catégories de produits. On a 37 catégories de produits qui sont visées par cette annexe au décret et qui sont réparties en 17 familles, et cela au moyen des codes CPV. Ce sont les codes utilisés au niveau européen, les codes uniques européens, ce qui permet finalement d'uniformiser aussi ces pratiques à l'ensemble du territoire européen, de l'Union européenne. Ça vise notamment, mais pas que, les articles textiles, les cartouches d'encre, tout ce qui est matériel informatique, les fournitures de bureaux, les jouets pour les crèches notamment ou les écoles, et puis tout ce qui est équipement de transport, donc on va avoir les véhicules, les bicyclettes et le papier, et j'en passe, mais cette liste, vous pouvez après la retrouver assez facilement dans l'annexe du décret. Et pour ces produits-là, le décret est moins ambitieux que la loi AGEC, puisqu'il prévoit un pourcentage minimum de 20 à 40% qui doit être consacré au réemploi, à la réutilisation ou à l'intégration de matières recyclées. Donc, on voit que la loi AGEC prévoyait entre 20 et 100%, et pour l'instant, le décret, en tout cas tel qu'il est un peu moins ambitieux au niveau des pourcentages. Alors, attention, puisque pour calculer les pourcentages, il faut calculer en fonction du montant total hors taxe de la dépense, donc dépensée, et de la dépense qui est consacrée donc à chaque type de produit ou catégorie de produits au cours de l'année civile. Il faut donc bien prendre en compte le montant d'achat dépensé annuellement et non pas le montant des marchés qui sont conclus l'année en cours. C'est vraiment pour les dépenses de l'année pour ce type de produit. Et on voit qu'il y a une différence aussi notable avec le texte de loi, puisque la loi en elle-même prévoyait un pourcentage de biens acquis annuellement. Alors que là, c'est vraiment le montant d'achat dépensé qui est pris en compte. Et puis certains ont qualifié ce décret entre guillemets d'usine à gaz, puisque le texte était difficile à comprendre et à mettre en œuvre, dans la mesure où il scinde en deux les objectifs à atteindre. On a d'abord un pourcentage global de dépenses annuelles qui doivent être issues indistinctement du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, d'accord, pour les biens concernés. Et puis, on a un pourcentage spécifique pour les dépenses annuelles qui sont exclusivement et spécifiquement issues du réemploi ou de la réutilisation. C'est-à-dire que au sein du pourcentage global, on a ensuite un autre pourcentage à appliquer qui vise uniquement le réemploi ou la réutilisation, les biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Et ce que je n'ai pas précisé, mais c'est important,
c'est que les textes visent pour l'instant les achats de fournitures. Les services ne sont pas concernés et on a d'autres textes qui viennent s'appliquer ensuite pour tout ce qui est construction et rénovation et matériaux de construction, etc. Donc là, je vous parle bien d'achat de fournitures et non de marché de travaux. C'est important. Mais après, dans les marchés de travaux, on peut avoir aussi, dans un deuxième temps, dans une opération, à avoir à acheter des fournitures et notamment du mobilier, ce qui rentre dans le cadre de ces obligations. Au-delà de ce décret, et après ce décret, on a aussi un arrêté qui est venu fixer les obligations déclaratives, qui décline et précise quelles sont les obligations déclaratives des acheteurs dans ce cadre-là, puisque les textes prévoient une obligation de déclarer en fait la part des dépenses justement qui vont être liées à l'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. On a une obligation de déclaration auprès de l'Observatoire économique de la commande publique qui est prévu par cet arrêté. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect des obligations. Pour l'instant, il s'agit donc d'essayer de se contraindre à ce nouveau système mis en place, mais on n'a pas de sanction qui limite le caractère contraignant de ces textes, puisque derrière, en cas de non-respect des objectifs fixés, on n'a pas de sanctions qui viendront s'appliquer. Pour la bonne et simple raison aussi que ce que j'ai précisé en amont, dans le cadre du contexte, c'est que le marché n'est pas encore très structuré. Donc, il est difficile pour certaines catégories d'achats et en plus géographiquement, en fonction du développement du marché sur le territoire, de répondre à ces obligations pour certains acheteurs. Donc, aujourd'hui, pour l'instant, le texte se veut encourageant, initier la démarche, mais on n'a pas de sanctions. Et puis, c'est ce que je vous précisais ensuite, on a aussi des obligations et des objectifs plus poussés qui ont été fixés pour certains achats spécifiques. Par exemple, pour les produits numériques et les logiciels, on a maintenant aussi un texte, enfin la loi AGEC a été modifiée pour que les acheteurs publics, dans le cadre de ces achats numériques, prennent en compte aussi des indices de réparabilité et puis après, à partir de 2026, un indice de durabilité. Donc, on a des textes un peu plus contraignants aussi dans certains secteurs et pour les pneumatiques notamment également. Maintenant, il y a une obligation de consacrer une part de dépenses à l'achat de pneumatiques rechappés. Donc, on voit que c'est un cadre juridique assez contraignant qui s'applique à certains acteurs et qui leur fixe des obligations, mais pour l'instant, pas de sanctions. Néanmoins, on a quand même des nouvelles obligations. À cela, à ce cadre donc et à ces nouvelles obligations, on a aussi la loi du 22 août 2021, dite loi climat et résilience, et son décret d'application qui date de mai 2022, qui ont modifié le code de la commande publique et qui prévoit aussi, pour les acheteurs, d'intégrer certaines nouvelles pratiques. Notamment, au plus tard, le 22 août 2026, il y aura une obligation pour les acheteurs publics de retenir au moins un critère environnemental dans le choix des offres. Ce critère, ça pourra être ce qu'on appelle le coût du cycle de vie, et je reviendrai un peu plus en détail après sur ce critère. Et on aura également donc une interdiction de retenir une offre uniquement sur la base du critère prix, ce qui pouvait être fait auparavant en tenant compte uniquement du prix, du coût d'investissement finalement correspondant à la dépense concernée. Et puis cette loi climat et résilience, elle oblige aussi certaines collectivités, certains acheteurs publics établir ce qu'on appelle un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, les SPASER. Et cette obligation, elle est étendue depuis le 1er janvier 2023 à d'autres collectivités. On a un passage de 130 collectivités qui étaient concernées à 300 depuis le 1er janvier 2023.
c'est un outil de planification des achats et de diffusion de cette planification envers les acteurs économiques, les opérateurs économiques. Alors, pour faire un petit focus là sur les critères de choix des offres et critères environnementaux, eh bien, ces critères, ils doivent être établis en fonction des exigences environnementales qui sont spécifiées dans le cadre de la définition des besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au stade de la définition des besoins, il va falloir justement repenser cette définition des besoins en tenant compte des exigences environnementales que l'on peut intégrer dans le cadre de la passation du contrat, de la consultation, et pour valoriser en fait les offres qui auront une plus grande performance environnementale et pour finalement essayer de dépasser une certaine exigence environnementale. Mais attention, ces critères environnementaux, ils vont s'appliquer à la fois aux offres de base et aux variantes. Et c'est là que, comme je vous le disais précédemment, que la commande publique, les nouveaux objectifs qui sont assignés à la commande publique sont difficilement conciliables, ou en tout cas, ça demande en fait de faire un effort supplémentaire. C'est que il faut que ces nouveaux critères environnementaux soient liés à l'objet du marché, qu'ils puissent être contrôlés, et puis qu'ils soient à la fois donc liés à l'objet du marché, mais aussi non discriminatoires, suffisamment précis et bien annoncés en amont pour qu'il y ait une forme de transparence dans le cadre de l'avis de marché ou des documents du DCE. Donc, il ne s'agit pas simplement de s'interroger sur ce qu'on pourrait demander en termes d'exigences environnementales et imposer des critères environnementaux, mais il faut vraiment s'interroger sur leur caractère non discriminatoire. Il faut vraiment précisément connaître le marché pour être en mesure finalement de fixer des critères qui soient pertinents et qui ne soient pas contraires aux droits de la commande publique par ailleurs. Sachant que c'est une nouveauté de l'article 35 de la loi Climat et Résilience. Maintenant, c'est ce que je vous disais, il sera imposé de retenir au moins un critère d'attribution qui doit prendre en compte ces caractéristiques environnementales de l'offre. Donc, c'est une nouvelle démarche à mettre en œuvre pour les acheteurs dans ce cadre-là. Ensuite, pour faire un petit focus aussi sur le critère du coût du cycle de vie, puisque là, comme on parle d'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation, ce critère, il est vraiment pertinent. Le critère du coût du cycle de vie, qu'est-ce que c'est? On connaît tous le critère prix, et justement, ce critère prix va être interdit par la suite, en tout cas cet unique critère prix, puisque la notion de prix, en fait, ça représente le coût d'investissement pour l'acheteur d'une fourniture ou d'un service dans un marché. C'est ce qu'il va payer au moment de l'acquisition du bien, mais ça ne tient pas compte finalement ni des coûts qui sont liés à sa livraison, à son acquisition, ni des coûts liés à son utilisation, par exemple en termes de consommation d'énergie, ni à la maintenance qu'il va y avoir derrière, ni ça ne tient pas compte non plus à tous les coûts qui sont liés à la fin de vie du produit. Donc, la fin de vie, ça va être la collecte des déchets, son recyclage, etc. Quel coût cette fin de vie de produit va avoir pour l'acheteur. Donc ça, c'est le critère prix ne tient pas en compte de ces éléments-là, mais le critère prix, c'est vraiment uniquement l'investissement. Alors que dans le coût du cycle de vie, justement, on va tenir compte à la fois du coût global qui englobe tout ça, donc le coût de l'acquisition, de la livraison, mais aussi l'utilisation, la maintenance et la fin de vie. Ça, c'est le coût global. Et dans le coût du cycle de vie, on retrouve ce coût global et on va aussi tenir compte de toutes les externalités environnementales, c'est-à-dire les coûts qui sont externes et qui vont être liés à l'impact environnemental du produit. Mais pour cela, il faut que ces coûts, on puisse les monétiser pour pouvoir les prendre en compte. D'accord? Ça va être l'ensemble des coûts externes qui sont liés à l'impact environnemental. Donc, pour qu'on puisse
justement mettre en place ce critère coût du cycle de vie, il faut, comme je vous l'ai dit, que la valeur monétaire des externalités environnementales, elle puisse être déterminée, qu'elle puisse être vérifiée et qu'elle soit publiée. Il faut aussi qu'il y ait une méthode qui soit utilisée pour récolter ces données et que cette méthode, elle soit accessible à tous, que tout le monde ait les mêmes données, tout le monde, toute la méthode de monétisation de toutes ces externalités environnementales, elle soit précisée pour tous les opérateurs qui répondent, qu'elle soit accessible et qu'elle soit fondée sur des critères qui soient vérifiables et connus pour les soumissionnaires. Par exemple, donc c'est le Code de la commande publique, les articles R 2152.9 et R 2152.10 qui précisent ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ces coûts d'externalité. On a le coût des émissions de gaz à effet de serre et des autres émissions polluantes, et puis tous les autres coûts liés à l'atténuation du changement climatique. Dans le cadre de la consultation, donc, si on a une approche et si on fixe un critère du coût du cycle de vie, il va falloir l'indiquer dans les documents de la consultation et préciser les données à fournir par les soumissionnaires à ce titre-là. Et préciser aussi quelle méthode va servir à déterminer ce coût. Donc, normalement, l'État est censé fournir des outils opérationnels d'ici le 1er janvier 2025 pour préciser justement comment définir et analyser ce coût du cycle de vie. Et là-dessus, je vous invite aussi à aller voir la notice introductive qui a été établie par le groupement d'études des marchés de développement durable, le GEM, en mars 2016, qui donne des indications sur ce qu'il faut prendre en compte et comment mettre en œuvre ce critère, justement. Donc, on a fait le point rapide sur ces nouvelles obligations, sur ces nouveaux textes législatifs et réglementaires. Et maintenant, on va passer à la première étape à mettre en œuvre pour les acheteurs, après avoir maîtrisé ce cadre juridique applicable. Ça va être de repenser la structuration des services et de repenser l'ensemble de la politique achat en interne. Alors d'abord, au préalable, il va falloir mettre en place un diagnostic et un inventaire des marchés pour pouvoir précisément savoir où on en est en termes de respect des obligations fixées par les textes en matière d'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Il faut recenser les contrats passés qui intègrent ces catégories de biens ou de produits et voir quelle est leur durée et effectuer un examen précis inframarché, donc à l'intérieur des marchés passés, voir ce qu'il en est, voir si on a justement des biens qui rentreraient dans ces catégories-là ou pas, et voir où on en est au niveau du respect des obligations à ce titre-là. Ça nécessite aussi donc à ce titre-là de mettre en place des tableaux de bord pour suivre très précisément au fur et à mesure de l'année le suivi des dépenses annuelles dans chaque catégorie de produits et de biens qui sont visés par le décret d'application de la loi AGEC. Donc, on va mettre en place, il va falloir s'outiller en interne pour suivre les contrats et suivre le montant des dépenses liées à chaque catégorie de produits. C'est un travail assez important qu'il faut faire, mais qui est nécessaire en amont, puisqu'il faut bien être capable d'identifier ce qu'il en est aujourd'hui et, le cas échéant, réagir si les obligations ne sont pas respectées. À ce titre-là, je précise, vous avez des outils de suivi et d'inventaire qui sont mis à disposition à la fois par la Direction des affaires juridiques de Bercy, mais aussi par l'Observatoire économique de la commande publique, qui ont mis en place des outils d'inventaire et des tableurs. Et on a aussi l'association France Urbaine qui a mis à disposition justement des tableaux qui permettent de faire un inventaire assez détaillé et précis des marchés en cours.
Il faudra aussi, donc, dans le cadre de ce diagnostic préalable, auditer en interne quelles sont les pratiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour acheter des produits issus du réemploi ou de la réutilisation. Il faut voir où on en est. En fait, c'est un état des lieux, clairement, en détaillant un petit peu les marchés, en faisant un examen intra-marché, on va voir ce qu'il en est et si on est loin ou pas des objectifs à atteindre et si on a déjà intégré certaines pratiques ou pas. Et puis, en fonction de ça, en fonction de cet audit interne, il va falloir fixer des axes d'amélioration. Alors, ça peut être pour certaines catégories de produits et d'achats, voire une restructuration, un global des achats. Enfin, il faudra également, une fois qu'on a fait un audit des contrats et des pratiques, consulter les co-contractants pour les contrats en cours et voir avec eux s'il est possible de conclure éventuellement des avenants pour intégrer justement ces nouvelles obligations quand les co-contractants sont en mesure de fournir des biens ou des produits issus du réemploi ou de la réutilisation. Ça peut être modifier les contrats en cours si c'est possible, hein, et en respectant le code de la commande publique sur ce point, pour intégrer ces nouvelles obligations. Et puis, si ça n'est pas possible, eh bien, il faudra conclure éventuellement de nouveaux contrats pour justement atteindre les objectifs. Ça n'est pas exclu hein, de conclure des nouveaux contrats pour atteindre ces objectifs. Ou quand les marchés déjà conclus arriveront à leur terme, eh bien, ne pas les reconduire si on s'aperçoit que les obligations ne peuvent pas être remplies dans le cadre de ces marchés, ou bien encore résilier pour motif d'intérêt général les contrats qui ne rempliraient pas ces obligations si vraiment on est coincé et qu'on ne répond pas du tout aux obligations et qu'on souhaite y répondre dès à présent. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, eh bien, il va falloir aussi repenser la planification des achats et surtout communiquer et diffuser un programme d'achat auprès des fournisseurs et auprès des acteurs économiques du secteur. Alors, pour les acheteurs qui sont soumis à l'obligation d'établir un spacer, c'est déjà le cas, puisque c'est un outil de planification des achats qui les oblige justement à anticiper leurs achats et à le diffuser, ce plan pluriannuel. Mais pour les autres, c'est quand même recommandé, il est quand même recommandé d'établir des directives pluriannuelles d'achat, à la fois en définissant les volumes d'achat à venir qui sont susceptibles d'entrer dans la catégorie d'achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation, mais aussi il faudra anticiper au travers de cela la fin de vie des produits qui peuvent relever de cette catégorie. Et cela permettra en fait de déterminer quels achats vont s'avérer nécessaires. Et pour ces catégories de produits qui sont susceptibles d'être acquis dans le secteur du réemploi ou de la réutilisation, eh bien, programmer à l'avance ces marchés. Et enfin, le travail de diffusion, c'est aussi un travail de sensibilisation des fournisseurs pour les inciter justement à s'inscrire dans cette démarche de proposer des biens issus du réemploi ou de la réutilisation et les inciter en fait à s'inscrire aussi dans cette démarche verte et cette démarche de RSE pour modifier leurs pratiques et proposer peut-être aussi d'autres offres commerciales. Le fait que la collectivité communique à ce sujet, diffuse ses besoins en termes d'achat et anticipe la fin de vie de ces produits, c'est une démarche nécessaire, surtout dans ce secteur. Alors, par exemple, pour ce qui est de la sensibilisation des fournisseurs, il sera possible de contractualiser avec eux une charte verte. Par exemple, on a le médiateur des entreprises qui a mis en place ce type de charte que vous pourrez consulter. Il est aussi possible de faire des réunions publiques, d'échanger avec les différents acteurs du secteur ou des communiqués de presse sur le sujet pour faire connaître les intentions de la collectivité sur sa volonté d'acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Pourquoi c'est important
de faire ce travail préalable de diagnostic, d'inventaire et de planification, c'est parce qu'il y a peu d'acteurs dans le secteur, que ces acteurs, ce sont parfois des petits acteurs qui ne sont pas dimensionnés pour répondre à tous les besoins de la commande publique. Et donc, pour qu'ils puissent anticiper et se préparer et répondre aux demandes des acheteurs, il faut qu'ils soient suffisamment informés en amont, parce que c'est un secteur où les biens, les stocks sont limités. Et donc, il faut qu'ils puissent se préparer, ne serait-ce qu'aussi parce que répondre à une commande publique, ça demande du temps et ça demande une préparation pour ce type d'acheteurs. Ils ne sont pas forcément habitués à cela. Et donc, comme je le disais, c'est aussi pour permettre de sourcer des stocks de produits homogènes, puisqu'on le sait, hein, si c'est par exemple de l'achat d'occasion, pour être en mesure de répondre à une demande avec des stocks importants, il faut qu'ils aient le temps en fait de se préparer, d'aller rechercher ces stocks au travers de leur réseau. Et donc ça demande du temps aussi. Donc l'anticipation leur permettra aussi de s'organiser pour répondre à la demande. Ensuite, au-delà de cette planification, de cette diffusion, il faudra repenser en interne la fonction achat. Ça veut dire sensibiliser les services, à la fois les services, les décideurs, mais aussi les fournisseurs. Donc, on l'a vu déjà au travers de la communication qui peut être faite. Mais il va falloir repenser la fonction achat parce que ces nouvelles contraintes qui s'imposent, elles nécessitent de nouvelles compétences des acheteurs pour intégrer tout cela et maîtriser à la fois les différentes techniques d'achat qui peuvent être mises en œuvre au titre du Code de la commande publique, savoir travailler en mode projet, maîtriser aussi tous les outils de suivi des achats et puis disposer de certaines qualités de négociation, etc. Il faut les former sur tous les aspects du processus achat et presque que ces nouveaux acheteurs puissent aussi intégrer des règles comme on dit, de contract management pour être en mesure, en fait, au fur et à mesure de suivre le cycle de vie du contrat et de disposer vraiment de techniques globales d'achat. Et c'est pas forcément quelque chose qui est acquis au niveau de la formation des agents, puisqu'on change complètement là de pratique par rapport à ce qui se faisait avant. On n'est plus que sur un volet juridique de respect de la réglementation, des textes, etc. Mais il y a vraiment des nouvelles pratiques à mettre en œuvre qui demandent aussi un dialogue constant avec les utilisateurs et de mettre en œuvre aussi tout un panel de nouvelles techniques. Pour ça, il faudra former les agents sur ces différents aspects et puis peut-être recruter des profils variés qui vont être issus soit du secteur public, soit du secteur privé qui intègrent déjà aussi certaines pratiques et pour pouvoir, au sein du service achat, disposer de ces compétences un peu transverses qui permettent de répondre aux nouvelles obligations. Plus globalement, mettre en place cette démarche de commande publique responsable et d'acquisition de biens spécifiques issus du réemploi ou de la réutilisation, ça demande de réorganiser les services. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à décloisonner complètement la communication entre le service achat, la direction des achats, et puis les services en interne. Il faut vraiment qu'il y ait un lien constant entre les services techniques, on va dire, et les utilisateurs, et puis ce service achat, pour que le service achat soit en mesure d'apprécier de manière très fine les besoins de chaque service et qu'il y ait une communication aussi sur les besoins et l'anticipation dont on a parlé avant. Il faut être en mesure de pouvoir anticiper en amont et savoir quels stocks sont nécessaires à tel service ou tel service et où on en est. Et pour ça, soit on opte pour une démarche de centralisation au sein d'une direction de la commande publique ou direction des achats qui va un peu chapeauter l'achat au sein de tous les services, soit certaines collectivités vont mettre en place au sein de chaque service en interne des acheteurs très spécialisés qui connaîtront parfaitement ces nouvelles obligations à respecter.
Au-delà de ça, au-delà de cette organisation, il va falloir mettre en place, justement pour que cette communication se fasse entre les acheteurs et les autres agents du service et les utilisateurs aussi, eh bien, il va falloir les former et les sensibiliser à ces nouvelles règles applicables. Qu'ils aient conscience, en fait, des nouvelles pratiques à mettre en œuvre et qu'ils puissent communiquer au fur et à mesure quels sont les besoins en produits ou en biens qui relèveraient de ces catégories qui sont susceptibles d'être acquises au sein de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Donc, pour ça, ça demande vraiment de sensibiliser et d'impliquer les différents acteurs, mais aussi les décideurs. Il faut vraiment arriver à fédérer les équipes, les élus quand on est en collectivité, mais les utilisateurs aussi et les services techniques pour se fixer ces objectifs communs, que tout le monde ait conscience de ce processus à mettre en place pour intégrer ces nouvelles pratiques justement à tous les stades. Pour les petites collectivités qui n'ont pas forcément les moyens en interne de mettre en place tous ces processus et toutes ces nouvelles règles, il y a des options qui peuvent être prévues en utilisant la mutualisation de services qui est prévue par le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, ou encore en utilisant les mécanismes de mutualisation des achats en recourant soit à un groupement de commandes, étant précisé que maintenant le CGCT prévoit un nouveau mécanisme qui permet de confier notamment aux établissements publics de coopération intercommunale la mission de coordinateur. Ça peut être aussi cette solution-là, créer des groupements de commandes pour essayer de rentrer dans ce cadre-là, de respecter les obligations légales et réglementaires au sein du groupement de commandes, ce qui permet de mutualiser aussi les pratiques et puis d'avoir un coordonnateur au niveau de l'EPCI. Et ça permet du coup de mener tout ou partie de la procédure de passation et d'exécution d'un ou plusieurs marchés en commun pour le compte de l'ensemble des membres du groupement. Donc ça, c'est des techniques aussi qui peuvent être utilisées. Quand en interne, on n'a pas les moyens de suivre tout ça et mettre en place tout ça, eh bien, on peut mutualiser au travers des processus, des procédures qui existent pour ce faire. Et puis enfin, ça va être le recours à une centrale d'achat qui peut aussi être privilégié pour les acheteurs qui n'ont pas les moyens en interne de suivre tout ça, sachant que les centrales d'achat disposent notamment l'UGAP, mais pas que, de catalogues de produits justement en matière de fourniture, numérique, etc., qui sont issus de la réutilisation ou du réemploi. Et puis ensuite, il est conseillé, donc au-delà de cette réorganisation des services ou du recours à la mutualisation, il est conseillé aussi de se renseigner sur le secteur, sur le marché, et pour ce faire, d'utiliser ce qu'on appelle le sourçage, ou plus communément le sourcing pour le terme anglo-saxon, qui permet en fait vraiment de se renseigner sur le marché et ensuite aussi de mutualiser les retours d'expérience entre acheteurs publics. Le sourcing, de quoi il s'agit? C'est une technique qui est prévue par l'article R2111.1 du Code de la commande publique et qui permet à l'acheteur justement de prendre des informations sur un secteur donné. Il va pouvoir à la fois diffuser des avis de préinformation sur des achats qu'il souhaite faire, mais aussi visiter des entreprises du secteur, participer à des salons, réaliser des études, des questionnaires sur le marché, ou encore on voit certains qui créent par exemple ce qu'on appelle un guichet unique ou une plateforme pour collecter des offres dans un domaine donné. Donc vraiment l'objectif là, ça va être d'analyser le marché et d'avoir une connaissance assez fine suivant les domaines d'achat du marché. Si on veut, par exemple, je ne sais pas moi, acheter des vêtements d'occasion pour ses agents, eh bien, on va essayer de se renseigner sur les entreprises du secteur, ce qu'elles proposent, comment elles fonctionnent, vraiment avoir une connaissance très fine, les coûts, etc., avoir une connaissance très fine du secteur pour pouvoir, dans le cadre des marchés, eh bien, coller au plus près du marché et
éviter une infructuosité et calibrer du coup le marché en fonction de ce secteur-là. Et ça va être aussi pour les acheteurs la possibilité de se rapprocher notamment des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont très impliqués dans ces démarches de réemploi et de réutilisation des matériaux. Et les acheteurs, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est explorer tout ce qui est plateforme en ligne, parce qu'il y a plusieurs plateformes qui se sont créées justement qui permettent de voir ce qu'il en est sur le secteur et de connaître un petit peu quels sont les acteurs qui proposent ce type de biens, qui leur permettra vraiment d'acquérir une connaissance fine pour adapter leurs pratiques d'achat. Cela, donc, c'est ce que je vous le disais, ça va permettre de calibrer vraiment les besoins et d'adapter les documents de la consultation en fonction du secteur et des acteurs, de ce que l'on connaît en fait de l'organisation du secteur. Mais aussi, on pourra se rapprocher des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc ça, je vous l'ai dit. Au-delà du sourcing, ce qu'il est important de faire, c'est vraiment, entre acheteurs, de mutualiser les connaissances, les pratiques et de se faire des retours d'expérience. Pour cela, le gouvernement a mis en place notamment la plateforme dématérialisée rapide qui est dédiée aux échanges entre acheteurs publics, ce qui leur permet justement de mutualiser leurs connaissances, de mutualiser des documents, de voir comment les uns les autres ce qu'ils mettent en place, d'avoir des retours d'expérience sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et donc, cette plateforme, elle est très intéressante parce qu'elle permet vraiment un dialogue au niveau national, pour le coup, entre les différents acheteurs et de faire preuve de créativité aussi en utilisant ce qu'ont fait les autres, en adaptant ces pratiques avec le retour d'expérience. On peut aussi participer à des réseaux régionaux, il y en a plusieurs qui se sont créés. Et enfin, procéder à des rencontres et des réunions entre les acheteurs, justement, pour avoir cette communication-là entre acheteurs. Et c'est important aussi au niveau local, puisque ce qui fonctionne à un endroit donné ne fonctionne pas forcément à un autre endroit en fonction de la structuration du secteur et du marché au niveau géographique. Suivant le secteur géographique dans lequel on est, le marché ne va pas être organisé de la même manière et donc c'est important aussi de créer des réseaux aussi au niveau local et d'avoir une communication entre acheteurs au niveau local, notamment ne serait-ce que pour pouvoir éventuellement centraliser les dons et les échanges possibles. Donc voilà pour ce qui est de la restructuration. Et ensuite, il va falloir donc au stade, troisième étape, du parcours, au stade de la passation et de l'exécution du contrat, eh bien, on va devoir adapter ces étapes-là à l'objectif qui est d'acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Pour ça demande pour les acheteurs vraiment de recalibrer et de redéfinir leurs besoins selon un autre paradigme que celui auquel ils ont l'habitude de recourir. Donc, il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, définir les besoins en favorisant vraiment un échange entre l'acheteur, qui va être amené à gérer le processus achat, et puis les décideurs et les services techniques et les utilisateurs finaux. C'est très important puisqu'on va penser non pas en termes habituels, mais on va vraiment chercher à voir quels sont les résultats qui sont recherchés et les objectifs à atteindre à ce niveau-là. C'est très souvent que les biens qui sont acquis sont surcalibrés par rapport aux besoins réels. Prenons un ordinateur, par exemple. Suivant le service qui va utiliser l'ordinateur, n'aura pas forcément besoin des mêmes performances, des mêmes logiciels, etc. En termes numériques, on n'aura pas du tout les mêmes besoins. Donc, plutôt que de réfléchir communément en achetant des stocks uniformes, là, on va vraiment repenser quels sont les besoins de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a besoin quand il utilise son ordinateur, quelles sont, voilà, quelle puissance il a besoin, quel logiciel il aura besoin d'installer, etc. Et on va vraiment redéfinir en termes de performance à atteindre, de performance, et on définit les besoins de manière fonctionnelle. Pareil au niveau des quantités, il va falloir revoir toutes les quantités
pour n'acheter que ce qui est réellement nécessaire et éventuellement échelonner les achats dans le temps, puisqu'on l'a vu, c'est un secteur dans lequel les stocks sont limités. Et donc, si on peut échelonner les achats dans le temps, eh bien, tant mieux. Ça permet justement d'avoir une réponse mieux évaluée, mieux calibrée aux besoins. Et puis enfin, il faut changer aussi les mentalités sur les qualités esthétiques attendues pour les produits et les biens. Sur le mobilier urbain ou sur les vêtements, on n'a pas forcément besoin en fait d'avoir des vêtements uniformes, d'avoir un mobilier urbain uniforme, etc. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir vraiment à d'autres choses au niveau des qualités esthétiques qui sont attendues, puisque comme c'est un secteur où par définition on va avoir des biens hétérogènes, il ne faut pas s'attendre en fait à une uniformité, mais vraiment accepter qu'il y ait une hétérogénéité à la fois des textures, des matériaux et des couleurs, etc. C'est repenser aussi l'approche esthétique qui est attendue et à ce niveau-là aussi la définition des besoins de l'acheteur. Après, une fois qu'on a défini ces besoins et qu'on a repensé ce processus de définition des besoins en fonction vraiment des résultats de performance et des fonctionnalités qu'on attend, eh bien, on pourra choisir les techniques de passation et de contractualisation qui seront adaptées à l'offre de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Dès le départ, dans l'intitulé et l'objet du marché, il faudra vraiment expressément faire ressortir que l'acheteur recherche à acquérir des biens issus du réemploi et de la réutilisation. Pourquoi? Parce que justement, comme on a peu d'acteurs, ça leur permet d'identifier dès la publicité qu'ils peuvent répondre à ce type de marché. Les acteurs du secteur seront sensibles à ça et pourront plus facilement répondre aux besoins. C'est pour ça qu'il faut dès le départ afficher dans l'objet du marché, dans l'intitulé, ce besoin. Et puis après, au niveau des techniques de passation, on aura plusieurs possibilités. Quand il y a des petites commandes qui sont inférieures à 40 000 €, eh bien, on peut passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable. L'État, le ministère, la DAJ, propose aussi de pouvoir utiliser des marchés publics innovants pour acquérir certains biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Et ça, c'est pour les marchés publics innovants, de moins 100 000 €. Après, il faudra vraiment s'inscrire dans cette démarche, sachant que vous avez un guide à ce sujet. Et il faudra vraiment qu'on soit dans le cadre d'un marché public innovant. Donc, ça demande de bien réfléchir en amont pour savoir si on se trouve dans ce cas. Et puis après, on a la technique classique de l'allotissement qui va permettre, par exemple, de réserver certains lots d'un marché à l'achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Quand on a peur d'une infructuosité, on peut faire ça. On peut vraiment prévoir différents lots, dont un lot qui sera réservé à ce type d'achat-là. Et enfin, on peut vraiment utiliser les techniques que nous offre le Code de la commande publique pour adapter les commandes. On va pouvoir utiliser notamment quand on ne sait pas au niveau des stocks, quand on a des stocks aléatoires, on utilisera l'accord cadre multi-attributaire, par exemple, pour pouvoir avoir plusieurs attributaires pour répondre aux besoins, ou encore le système d'acquisition dynamique qui permettent de s'adapter à ce caractère aléatoire des stocks. Enfin, on a la technique des variantes qui peut être utilisée pour demander aux soumissionnaires de proposer des solutions alternatives qui intègrent le réemploi ou la réutilisation. Et enfin, on va avoir encore le recours au marché réservé au secteur de l'insertion, du handicap ou à des entreprises adaptées. C'est un secteur vraiment pour ces marchés réservés. C'est des entreprises qui sont vraiment engagées dans ce secteur du réemploi ou de la réutilisation. Et puis au stade après des critères de choix, eh bien c'est ce que je vous disais, on va appliquer une pondération et des critères qui permettent de valoriser ces entreprises qui proposent des matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation. Donc en utilisant les techniques du Code de la commande publique, on va pouvoir favoriser l'achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Par exemple, pour la qualité, on va pouvoir non pas solliciter
apprécier cette qualité au travers des fiches techniques habituelles, mais vraiment essayer de faire décomposer au soumissionnaire tout le processus du réemploi ou de la réutilisation, du don jusqu'à la vente, en passant aussi par le reconditionnement, par les modalités de réparation, les garanties ou la maintenance qui peuvent être proposées, etc. Donc vraiment, on va essayer de changer l'approche au niveau de la qualité pour permettre aussi à ces acteurs-là de répondre. On va limiter la remise d'échantillons, puisque la remise d'échantillons, ça suppose qu'on puisse remettre un échantillon qui correspondra à ce qui va être proposé ensuite. Or, si on veut acheter des biens issus de la réutilisation ou du réemploi, les acteurs du secteur n'auront pas au moment de la consultation d'échantillons des biens qui pourront être proposés ensuite. Donc là-dessus, c'est pareil, ça limite aussi l'accès de ces acteurs-là au marché si on demande des remises d'échantillons. Et enfin, il faut savoir aussi qu'on peut se référer à des labels. L'ADEME répertorie sur son site internet des labels écologiques qui valorisent justement le réemploi ou la réutilisation, et donc les acheteurs peuvent s'y référer, mais toujours en précisant la possibilité de prévoir un équivalent. Ensuite, au niveau des spécifications techniques, on a les nouveaux CCAG qui contiennent une clause environnementale générale, et pour les documents particuliers des marchés, c'est les documents particuliers qui vont préciser les obligations environnementales. Et dans ce cadre-là, justement, on va pouvoir intégrer des obligations de fournir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation, d'accord, et de mettre en place des sanctions si ce qui est prévu dans le cadre du CCTP n'est pas respecté. Une sanction, ça va être des pénalités, par exemple, qui seront fixées dans le CCTP. Pour les stipulations techniques des CCTP, les acheteurs peuvent utiliser des outils qui sont mis en place par l'ADEME notamment, mais aussi on a la clause verte, c'est un clausier qui est disponible numériquement, qui permet justement pour tel ou tel achat de prévoir des clauses environnementales. Et enfin, les acheteurs pourront se faire accompagner par un assistant à maîtrise d'ouvrage pour les aider à définir ces stipulations techniques dans les CCTP pour favoriser justement ce réemploi ou cette réutilisation et adapter le marché au secteur. Et bien sûr, dans ce cadre-là, on va pouvoir notamment réserver un certain pourcentage des achats du marché, un pourcentage du volume d'achat annuel sur ces produits issus du réemploi ou de la réutilisation. C'est tout à fait possible de le prévoir dans les documents du marché. Et comme je vous le disais, il faudra faire attention dans les spécifications techniques à prévoir une certaine souplesse dans la description des aspects esthétiques et des composantes, puisque quand on a un bien issu du réemploi ou de la réutilisation, on ne connaît pas forcément ni son aspect esthétique à l'avance, ni ses composantes. Donc, cela permettra justement d'avoir des lots hétérogènes de produits. L'important est qu'ils répondent aux attentes de l'acheteur. Et enfin, dernière étape du parcours, il faudra respecter les obligations déclaratives qui sont fixées par les textes, je vous en ai parlé, et puis être en mesure d'assurer un suivi pérenne pour que cette démarche, elle s'inscrive dans le temps et qu'elle s'améliore finalement. On pourra notamment pour ce faire, pour assurer ce suivi, adapter dès le stade de la passation les cadres de réponse des entrepreneurs et les BPU pour vraiment que ce reporting qui est très lourd, dès ce stade-là, puisse être fait en fait dans le cadre de la passation. Quand on va prévoir les documents, on va les concevoir de telle sorte qu'ils aident au reporting, vraiment. Après, dans le cadre de l'exécution, il faudra mettre en place un pilotage et un contrôle de l'exécution des clauses. Et c'est là qu'il faudra faire jouer finalement ces clauses des CCTP et éventuellement infliger des sanctions si les règles ne sont pas respectées. Pour ça, il faudra mettre en place des outils, soit la collectivité ou l'acheteur public met en place en interne un outil sur mesure, où il peut acquérir des logiciels vraiment spécifiques là-dedans
pourquoi pas acquérir et commander un logiciel créé sur mesure. Donc là-dessus, les acheteurs devront vraiment s'outiller pour assurer ce suivi. Et chaque année, il faudra donc répondre à l'obligation de déclaration qui est prévue par la loi AGEC et par son décret d'application. Pour ce faire, l'OECP, donc l'Observatoire économique de la commande publique, a mis en place un tableur préformaté qui est à remplir et qui doit être déposé sur une plateforme numérique qui s'appelle REAP une fois par an, et ce, dans les 6 mois qui suivent l'année civile concernée. Donc là, le recensement est en cours, a été ouvert depuis le 1er janvier 2023, et donc il est possible pour l'année écoulée 2022 de déposer le tableur préformateur et pré-rempli sur cette plateforme pour vraiment répondre aux obligations déclaratives. Au-delà de ça, pour pérenniser cette démarche, au-delà des obligations qui sont prévues, il faudra vraiment réaliser aussi des bilans annuels pour voir ce qui a fonctionné, pour voir si on atteint les objectifs, si ça a fonctionné, quelles sont les difficultés et quelles sont les améliorations possibles pour vraiment rester dans cette démarche-là et la pérenniser dans le temps. Et enfin, vraiment aussi être en mesure d'analyser et d'actualiser l'analyse du marché qui va très certainement évoluer dans les années à venir de manière très forte. Enfin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut vraiment essayer de mettre en place un retour d'expérience et des indicateurs de suivi. Et là-dessus, il est vraiment possible de s'appuyer sur les outils qui sont mis en place par l'ADEME, qui a vraiment prévu des indicateurs de suivi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. On a peut-être certaines questions. Désolée, j'ai débordé un petit peu du temps. Merci Maître pour votre présentation et pour ces conseils donc à destination des acheteurs. Nous avons eu quelques questions, je vous les ai transmises si vous voulez regarder pendant quelques instants. Alors, concernant les obligations législatives et réglementaires, qu'en est-il pour les SA d'HLM? Là-dessus, les SA d'HLM, elles ne sont pas visées par les textes, par la loi AGEC. La loi AGEC, elle vise vraiment les services de l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements. Par contre, à partir du moment où ces SA d'HLM sont des pouvoirs adjudicateurs, si on entre dans ce cadre-là, il faudra quand même respecter les principes fixés dans le Code de la commande publique. Et donc, pour la loi climat et résilience, elle va potentiellement s'appliquer suivant la qualification de cette SA d'HLM à ces SA d'HLM. Après, tout dépend si on est face à un pouvoir adjudicateur ou pas, mais au-delà, on l'a vu, de la loi AGEC et des obligations qu'elle fixe, on va avoir vraiment une démarche environnementale pour tous les acheteurs qui sont soumis au Code de la commande publique. Et puis, on peut s'astreindre aussi à cette démarche-là. C'est un peu le sens des politiques publiques. Et donc, progressivement, ces obligations, elles risquent d'être étendues à d'autres acteurs. J'espère avoir répondu à la question. Ensuite, la deuxième question qu'on avait, concernant le décret d'application de la loi AGEC, le guide apparu début 2023 indique que sont concernés par l'obligation d'acquisition les codes CPV seulement listés. Si le code CPV est plus précis ou plus large, il n'est pas concerné par l'obligation. Finalement, on peut ne jamais appliquer cette disposition. Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Oui, il faut appliquer en fait cette obligation en fonction des codes CPV qui sont dans la loi. Je n'ai pas compris la question, malheureusement. Alors, j'avais eu une autre question aussi préalablement que vous m'aviez transmise. C'était par rapport aux établissements publics et aussi par rapport aux SDIS. Donc, effectivement, la loi AGEC, elle n'est pas applicable à ces établissements publics, hormis les groupements de collectivités et les syndicats dont j'en ai parlé. Par contre, le Code de la commande publique, lui, va s'appliquer. Et donc, dans ce cadre-là, on peut aussi s'inscrire dans cette démarche, et c'est ce que j'ai dit avant, d'acquisition de biens issus du
réemploi ou de la réutilisation, et notamment le prévoir au travers des critères et le prévoir dans les lots d'achat. Donc voilà. Est-ce obligatoire pour une SPL? Pour une SPL, non, puisqu'on n'est pas parmi les acheteurs qui sont concernés par la loi AGEC et par son décret. Une SPL, ça va être la même chose. Si c'est un pouvoir adjudicateur et quand c'est un pouvoir adjudicateur, quand elle est soumise au code de la commande publique, elle va devoir appliquer les principes de la commande publique. Parmi ces principes, on l'a vu, la loi climat et résilience, elle va imposer des nouvelles obligations, et notamment l'interdiction d'avoir recours aux seuls critères prix et l'obligation d'inclure des critères environnementaux. Dans ce cadre-là, une SPL, elle pourra se soumettre à cette politique-là d'achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation, mais elle ne sera pas soumise, en tout cas pas pour l'instant, aux obligations qui sont fixées par la loi AGEC et son décret d'application. Vraiment, après, ça va être, dans le cadre de la commande publique, ces principes-là d'achat responsable, ils vont être étendus à l'ensemble des acheteurs soumis au code de la commande publique, et peut-être pas aussi précisément dans un premier temps que ça ne l'est pour l'État et les collectivités. Et après, rien n'empêche de s'inscrire d'ores et déjà dans cette démarche, d'essayer d'acquérir davantage de biens issus du réemploi ou de la réutilisation pour ces acheteurs-là. Après, je crois qu'il y avait... Ah oui, pouvez-vous illustrer, expliciter le système de double pourcentage prévu dans le décret de 2021? Alors, pour expliciter, par exemple, hop, je vais prendre, par exemple, mettons le matériel de bureau. D'une bêtise, mettons qu'on ait 20% de pourcentage global de biens indistinctement issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Donc, si on a 20% par exemple de pourcentage global et dont 10% issus du réemploi ou de la réutilisation, ça veut dire que par exemple pour 1000 bureaux achetés dans ce cadre-là, si on parle du mobilier par exemple, on en aura 200 qui devront être issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matériaux recyclés. Et si on a derrière, mettons, 10% qui doivent qui doivent être issus du réemploi ou de la réutilisation, c'est à l'intérieur de ces 200, j'en aurai 10% qui devront être issus du réemploi ou de la réutilisation. C'est-à-dire que le pourcentage global, on a le pourcentage global de biens indistinctement issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Et à l'intérieur de ce pourcentage, on va avoir un pourcentage de biens qui devront être exclusivement issus du réemploi ou de la réutilisation. C'est comme ça qu'on applique le pourcentage global et ensuite le pourcentage de biens exclusivement issus du réemploi ou de la réutilisation. Je vois les questions. Oui. Est-ce que ça vous paraît suffisamment clair? Écoutez, maître, je vous remercie. On a fait le tour des différentes questions. Je vous remercie donc pour votre présentation et de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Et je remercie donc les différents participants à ce webinaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'acquisition de ces biens et la gestion des déchets dans le cadre des contrats de la commande publique, je vous invite à consulter le numéro de janvier dernier de la revue Contrat public contenant tout un dossier sur ce sujet, le dossier notamment auquel a contribué maître Cécile Lavis. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau webinaire et vous remercie. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui figurent en fin de support si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision. Je peux vous mettre à disposition aussi certains outils, donc n'hésitez pas.
Je vous remercie Merci, en tout cas. maître. Merci, Monsieur Do, d'avoir organisé ce webinaire et assuré aussi la gestion des questions-réponses. Merci. Merci. Merci à Moniteur Merci à Do. vous. À bientôt. Au revoir, à bientôt.